Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment ravie de vous accueillir pour cette session sur les antirétroviraux qui va être composée de mini-lectures et d'abstracts oraux. Et je suis également ravie de modérer cette session avec le professeur Saidi, professeur de maladies infectieuses au CHU de Fann à Dakar. Je vais tout de suite laisser la parole à notre premier interlocuteur, notre premier présentateur, qui est Marc-Antoine Valentin. Marc-Antoine Valentin est médecin en maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le service de maladies infectieuses et tropicales. Et il s'occupe particulièrement des patients affectés par le VIH et les hépatites virales. Marc-Antoine est également le président de notre Corévie à Paris Centre, et je vais lui laisser la parole pour qu'il vous présente une mini-lecture sur les molécules à longue durée d'action. Est-ce un futur proche? Et je vous rappelle que nous aurons une question de session et réponse après les 2 mini-lectures, mais je vous invite dès à présent à poser vos questions dans le chat associé à cette fenêtre. Et je laisse tout de suite la parole à Marc-Antoine. Merci. Bonjour madame, bonjour monsieur. Je remercie le comité d'organisation de la FRAVI de me donner l'opportunité de vous présenter cette lecture sur les molécules à longue durée d'action. Voici mes liens d'intérêt, Vive, Gilead et Merck. Alors, pour commencer, la situation actuelle dans la thérapeutique antirétrovirale, vous le savez, nous sommes dans une situation extrêmement favorable avec des traitements puissants, des bithérapies, des trithérapies, voire des monothérapies, une puissance virologique indéniable, une bonne tolérance, une facilité de prise qui nous permet même aujourd'hui de proposer aux patients des prises 4 fois par semaine, 4 ou 5 fois par semaine. Près de 93% des patients dans les files actives hospitalières ont une charge virale inférieure à 50 copies. Et le facteur limitant de cette thérapeutique antirétrovirale, c'est bien sûr toujours l'observance au traitement, la pénétration dans certains sanctuaires de certaines molécules et éventuellement, mais beaucoup moins aujourd'hui, les interactions médicamenteuses. Pourquoi développer et promouvoir des molécules à longue durée d'action? C'est dans un premier temps, d'améliorer cette observance, d'améliorer l'observance des patients, de proposer ces traitements éventuels dans des populations particulières, chez des patients qui présentent des pathologies psychiatriques, des pathologies digestives, qui sont en réanimation, d'améliorer la qualité de vie des patients qui prennent des traitements depuis, pour certains, très longtemps, près de 25 ans, et qui ont probablement une certaine lassitude au traitement oral. Les traitements injectables ou les traitements à longue durée d'action leur permettront leur donneront un sentiment de libération. Ce qui est important également, c'est d'améliorer la confidentialité des traitements dans les situations de proximité et dans les lieux de privation. Également, avec ces molécules, nous aurons à pouvoir les utiliser soit dans le soin, soit en prévention de l'infection VIH. Quelles sont les molécules à longue durée d'action qui sont susceptibles d'arriver dans un futur proche? Pour les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, l'islatravir. Pour les non-nucléosidiques, la rilpivirine et le MK8507. Pour les inhibiteurs d'intégrase, le cabotegravir. Et pour les inhibiteurs de capsid, le lenacapavir. Je développerai chacune de ces molécules pendant mon intervention. Commençons par cabotegravir-rilpivirine. C'est une association qui a reçu un enregistrement auprès de l'Agence européenne du médicament en octobre 2020. Elle est composée donc de cabotegravir qui existe sous 2 formes, la forme injectable, Cabenuva, ainsi que la forme orale, Vocabria. Cette molécule a une demi-vie longue d'environ 40 jours. Pour ce qui est de la rilpivirine, vous le savez, elle existe déjà sous forme orale depuis fort longtemps et maintenant sous forme injectable sous le nom de Recambis, et elle a une demi-vie d'environ 90 jours. Sur cette diapositive, vous avez les différents essais qui ont permis
l'enregistrement de cette association, les essais LAT2 et FLAIR, qui s'adressent à des patients naïfs, et les essais Atlas, qui s'adressent à des patients pré-traités. Sur la droite, les différents résultats AS48 et AS96 qui ont permis de valider la non-infériorité entre les bras injectables, molécules injectables, et le bras oral. Sur la diapositive suivante, je vais vous développer de manière plus détaillée l'essai Atlas 2M qui a comparé donc cabotegravir rilpivirine toutes les 8 semaines à cabotegravir rilpivirine toutes les 4 semaines à des posologies différentes dans chacun des bras. Dans ces deux bras, les patients à 48 semaines, à S48, 94% des patients avaient toujours une charge virale en dessous de 50 copies par millilitre, avec une équivalence entre les deux bras. Cet essai a été présenté à la CROI en 2020 et s'adressait bien sûr à des patients pré-traités. Il y a eu des échecs virologiques dans ces différents essais. Ils sont résumés sur cette diapositive. Pour ce qui est de l'essai Atlas 2M, il y a eu des échecs thérapeutiques dans le bras 8 semaines, 8 patients, ainsi que dans le bras 4 semaines, 2 patients. Pour ce qui est de l'essai FLAIR, 3 patients ont eu un échappement virologique. Ce que l'on peut remarquer, c'est qu'il y a eu une accumulation de mutations de résistance dans l'intégrase, dans l'essai Atlas 2M, et qu'un certain nombre de ces patients avaient déjà, à l'inclusion dans l'étude, des mutations de résistance sur la transcriptase inverse. Cabotegravir en prévention, je vous présente ici 4 essais, éclairs, et les essais HPTN 077, 083 et 084. Pour les 2 premiers éclairs et HPTN 077, ce sont des études de tolérance qui ont évalué également la pharmacocinétique. Pour les essais HPTN 083 et 084, le cabotegravir en prévention primaire était comparé à un bras tenofovir emtricitabine dans des populations différentes dans les essais 83 et 84. Je vous présente ici les résultats de l'essai HPTN 084 qui a été présenté à San Francisco pendant l'été dernier, avec qui évalue une population de près de 4500 patients, près de 2200 patients dans chacun des bras, avec une majorité de personnes HSH et 12% de femmes transgenres, une population jeune, puisque 67% des patients avaient de moins de 29 ans. Dans cet essai, on observe un nombre de transmissions de contamination VIH important dans le bras tenofovir emtricitabine, 39 infections, comparé au bras cabotegravir, 13 infections, et cela correspond à une incidence de 0,41 dans le bras cabotegravir et de 1,22 dans le bras tenofovir emtricitabine, qui rend donc dans cette analyse le cabotegravir supérieur au bras tenofovir emtricitabine. Ce sont des résultats préliminaires. Il y a un profil satisfaisant de cabotegravir. Ces résultats sont inhabituels puisqu'ils sont bien supérieurs aux résultats qui ont été observés dans Hypergay et dans PRAOD en ce qui concerne en tout cas la prévention primaire de tenofovir emtricitabine. Cela est probablement lié à une adhérence suboptimale des patients qui étaient inclus dans ces bras. Ici, quelques données pharmacologiques avec sur votre gauche des données issues des essais LAT et Atlas, avec, vous voyez sur la première courbe en vert, la cinétique d'élimination de cabotegravir et en violet de rilpivirine. Et dans cet essai, les demi-vies d'élimination pour cabotegravir étaient évaluées à 6,4 semaines et pour rilpivirine à 30 semaines. Sur votre droite, c'est une évaluation de la cinétique d'élimination après l'injection pour l'essai HPTN 077, donc cabotegravir en prévention primaire, et on observe une élimination différente en fonction du genre, supérieure
avec une élimination, un temps d'élimination supérieur chez les femmes par rapport aux hommes de 30% et supérieur également chez les personnes ayant un indice de masse corporelle élevé par rapport à celles ou ceux ayant un indice de masse corporelle bas. Passons maintenant à islatravir, qui est une molécule qui est un inhibiteur de la reverse transcriptase qui bloque la translocation, une efficacité virologique indéniable, une excellente tolérance, des demi-vies très longues avec un composé triphosphaté qui peut aller jusqu'à 177 heures, pas d'interaction médicamenteuse, pas de résistance croisée avec les autres inhibiteurs nucléosidiques de la reverse transcriptase, un impact mineur de la 184 aux posologies auquel sera utilisé l'islatravir. C'est une molécule également qui sera probablement utilisée en prévention et dans le soin du VIH. Cette étude de phase 2 qui évalue l'association islatravir-doravirine avec des résultats à S96 qui a été présenté à Glasgow. Dans cette étude étaient évaluées différentes doses d'islatravir pris une fois par jour, 0,25, 0,75 et 2,25, avec des résultats tout à fait satisfaisants pour la posologie de 0,75 qui sera utilisée par la suite et avec un maintien d'efficacité virologique, donc dans les bras islatravir doravirine, un profil de tolérance satisfaisant et sur cette base-là, des études de phase 3. L'islatravir en prévention, là aussi des données extrêmement intéressantes. Sur votre gauche, l'islatravir oral en prévention avec un modèle animal chez qui des inoculations ont été faites et l'islatravir donné, que ce soit en prophylaxie primaire ou en prophylaxie secondaire, il y a une protection complète à certains dosages, 3,9, 1,3, 0,43 mg/kg des animaux qui reçoivent donc l'islatravir, ce qui n'est pas le cas pour les animaux qui reçoivent des dosages plus faibles, 0,1 ou 0,025. À votre droite, sur votre droite, une évaluation de l'implant sous-cutané d'islatravir qui a été mis pendant 12 semaines en sous-cutané et qui, avec deux dosages évalués, de 54 et 62 mg, et vous voyez des durées d'exposition d'islatravir au-delà de la valeur cible extrêmement longues qui sont évaluées, qui vont jusqu'à 16 mois. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'après l'extraction de l'implant, eh bien, on se retrouve avec des demi-vies d'islatravir superposables à celles de la voie orale. Et ce qui est un vrai avantage par rapport aux formes injectables. Le MK8505 qui est un 07, qui est un inhibiteur non nucléosique de la transcriptase inverse, qui a été évalué en phase 1, qui montre une bonne efficacité virologique à 40 mg avec une demi-vie moyenne qui va de 56 à 69 heures. Cette molécule va être testée dans des essais de phase 2 en association avec l'islatravir, avec une prise une fois par semaine. Et donc, nous attendons avec impatience les résultats de ces essais qui vont démarrer dans un délai relativement court. L'enacapavir, inhibiteur de capsid à longue durée d'action, cet inhibiteur de capsid agit sur plusieurs sites de multiplication du virus. Là aussi, deux voies évaluées, une voie sous-cutanée et une voie orale. Après une première dose de voie sous-cutanée, eh bien, vous avez une bonne réduction de la charge virale qui va de 1,3 log à 2,3 log en fonction de la dose utilisée. Et pour ce que l'on peut dire pour la voie orale, c'est qu'il existe des demi-vies longues qui vont de 11 à 13 jours et qui autorisent des administrations orales espacées. Je voudrais conclure sur l'affirmation suivante que oui, c'est le futur pour les molécules à longue durée d'action. Ce sont des molécules avec de nouvelles cibles dans le cycle de multiplication. C'est des nouvelles cibles dans le cycle de multiplication du virus,
un profil de résistance différent aux molécules qui existent et une tolérance qui, a priori pour l'instant, est plutôt bonne. Ces molécules qui arrivent sous forme orale, sous forme injectable, dans le futur encore plus lointain en implant, sont une première étape à une nouvelle révolution thérapeutique et on peut préjuger ou en tout cas anticiper sur des changements dans la prise en charge de l'infection VIH et également dans la prévention. C'est un progrès énorme pour les patients et qui changeront vraiment la prise en charge également pour les médecins. Je voulais, à l'issue de cette présentation, remercier Christine Catlamar, avec qui je travaille depuis fort longtemps, près de 30 ans, et qui m'a toujours soutenu, aux organisateurs de la FRAVI, au professeur Koumba Torekan, au docteur Safia Toutiam, présidente et coprésidente de la conférence, au comité scientifique de la FRAVI, aux médecins, infirmières, assistantes de recherche clinique avec qui je travaille tous les jours, ainsi qu'au Sénégal, qui est un pays cher à mon cœur. Merci. Merci beaucoup Marc-Antoine pour cette présentation qui a vraiment fait le point sur tous les traitements injectables, antirétroviraux injectables. Et nous savons tous combien le Sénégal effectivement parle à ton cœur et nous sommes tous vraiment désolés de ne pas d'ailleurs pouvoir être sur place, mais nous sommes également très heureux que l'on ait pu monter cette conférence en virtuel. Et je souhaiterais continuer cette session sur les antirétroviraux avec une deuxième mini-lecture. Et pour ce faire, nous avons demandé à Katia Marzolini de venir nous parler des interactions médicamenteuses. Katia est une pharmacologue du VIH qui exerce dans la division des maladies infectieuses et l'hygiène hospitalière de l'hôpital universitaire de Bâle en Suisse, où elle dirige un groupe de recherche dont d'un des intérêts porte sur la simulation des interactions médicamenteuses avec les antirétroviraux. Et Katia fait partie de l'équipe du site d'interaction de l'université de Liverpool, donc vous devez probablement bien connaître en particulier l'application qui vous permet de checker de façon très facile les interactions entre les antirétroviraux et différents autres médicaments. Et elle fait partie également du groupe de développement des recommandations de prise en charge du VIH de l'EACS. Et donc, Katia va nous parler des interactions médicamenteuses, les top 10 à éviter. C'est à toi, Katia. Merci. Bonjour, c'est un véritable plaisir de faire partie de l'AFRA-VIH virtuel. Je tiens à remercier les organisateurs de la conférence de m'avoir invité à vous parler des interactions médicamenteuses et plus précisément des interactions à éviter absolument en raison de conséquences délétères comme par exemple une baisse de l'efficacité ou la survenue de toxicité. Pour rappel, les interactions pharmacocinétiques avec les antirétroviraux peuvent se produire au niveau de l'absorption, du métabolisme et de l'élimination rénale par le biais de plusieurs mécanismes qu'on va voir au cours de cette présentation. Vous avez représenté ici en bleu les antirétroviraux qui peuvent être la cible d'interactions médicamenteuses et en rouge ceux qui peuvent causer des interactions médicamenteuses. Et font partie de cette catégorie les inhibiteurs de la protéase, puisqu'ils sont souvent administrés avec le booster pharmacocinétique ritonavir, qui est un fort inhibiteur du cytochrome 3 à 4 et qui va donc augmenter les concentrations de médicaments co-administrés. Mais il est important de se rappeler que le ritonavir peut aussi induire certains cytochromes et par conséquent diminuer les concentrations de certains médicaments. Lorsqu'on regarde les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse, on voit que les favirenz, les travirines et la nevirapine induisent les cytochromes et donc peuvent diminuer les concentrations de médicaments, alors que la doravirine et la rilpivirine n'ont pas d'effet d'inhibition ou d'induction sur les cytochromes. Les inhibiteurs de l'intégrase, en général, n'inhibent pas ou n'induisent pas les enzymes métaboliques, à l'exception de l'elvitegravir, parce qu'il est donné avec le cobicistat, qui, lui, est un fort inhibiteur du cytochrome 3-4. Il est aussi important de rappeler que les interactions médicamenteuses peuvent impliquer des transporteurs de médicaments, puisque certains antirétroviraux sont substrats et ou inhibent les transporteurs.
Par exemple, les inhibiteurs de la protéase inhibent le transporteur hépatique ou ATP qui va avoir pour rôle de faciliter l'entrée des médicaments dans le foie où ils vont être métabolisés et éliminés. Donc, l'inhibition de ce transporteur peut avoir pour effet d'augmenter les concentrations plasmatiques de médicaments qui sont substrats. Vous avez ici une vue d'ensemble du profil d'interaction médicamenteuse de plusieurs antirétroviraux qui a été établi sur la base de leur potentiel d'interaction lorsqu'on considère 750 comédicaments. Et vous pouvez voir que les inhibiteurs de la protéase, les favirenz et les travirines ont clairement un risque plus grand d'interaction médicamenteuse par rapport aux inhibiteurs de l'intégrase, la rilpivirine ou la doravirine. Après ces considérations pharmacocinétiques, je vais maintenant vous présenter le top 10 des interactions médicamenteuses à éviter. La première est l'association d'atazanavir ou de rilpivirine avec les inhibiteurs de la pompe à protons. Comme vous pouvez le voir ici, la co-administration d'atazanavir et de rabeprazole diminue profondément les concentrations d'atazanavir. Cette diminution s'explique par le fait que l'atazanavir, mais aussi la rilpivirine, ont besoin d'un milieu acide pour être solubilisés et absorbés. Donc, les inhibiteurs de la pompe à protons sont absolument à proscrire avec ces antirétroviraux. On peut utiliser à la place un antacide ou un anti-H2 puisque ces agents neutralisent l'acidité gastrique pour une plus courte durée de temps, mais il faut quand même veiller à bien séparer leur prise de celle de l'atazanavir ou la rilpivirine comme indiqué ici. La deuxième interaction à éviter est la prise d'inhibiteurs de l'intégrase avec des cations divalents, comme par exemple la prise simultanée de dolutegravir avec un antacide qui peut vraiment fortement diminuer les concentrations de dolutegravir comme indiqué ici. Il faut savoir que tous les inhibiteurs de l'intégrase possèdent un motif chimique appelé diketoacide, ici en bleu, par lequel il se lie au magnésium du site actif de l'intégrase au VIH. Il faut savoir qu'il ne se lie pas seulement au magnésium dans le site de l'intégrase VIH, mais qui vont pouvoir se lier à tous les cations divalents qui sont contenus, par exemple, dans les antacides ou les suppléments minéraux, et vont former ainsi un complexe au niveau du système gastro-intestinal qui va altérer leur absorption. Mais ces interactions peuvent être gérées simplement en espaçant la prise de ces médicaments. Donc, par exemple, pour le dolutegravir, la recommandation est de le donner 2 heures avant ou 6 heures après l'antacide ou le supplément minéral. Il y a des légères différences en termes de mode d'administration de ces inhibiteurs de l'intégrase. Donc, je vous réfère à ce document que vous pouvez télécharger depuis le site de l'Université de Liverpool qui vous donne les recommandations sur la prise des inhibiteurs de l'intégrase en présence de cations divalents. La troisième interaction à éviter est l'association d'inhibiteurs de la protéase et la simvastatine. Il est important de rappeler que la magnitude d'une interaction médicamenteuse dépend bien sûr de la puissance de l'inducteur ou de l'inhibiteur, mais aussi de la fraction de la voie métabolique qui sera inhibée ou induite. Ce concept est illustré ici où vous pouvez voir que la co-administration de ritonavir, un fort inhibiteur du 3 à 4, et de simvastatine résulte en une augmentation spectaculaire des concentrations de simvastatine de plus de 100 fois, qui est expliquée par le fait que la simvastatine est essentiellement métabolisée par le cytochrome 3 à 4, et donc si vous inhibez la voie métabolique principale, ça va avoir un effet profond. Par contre, vous pouvez voir que le ritonavir n'a que peu d'effet sur l'exposition du zolpidem, puisque dans ce cas, le cytochrome 3 à 4 participe seulement à 26% de l'élimination du zolpidem. Donc, en règle générale, les interactions médicamenteuses importantes peuvent être attendues lorsque la voie métabolique principale est fortement inhibée ou induite. Au contraire, la magnitude des interactions médicamenteuses tend à être atténuée lorsque plusieurs voies métaboliques interviennent dans l'élimination, car le métabolisme peut toujours s'effectuer par des enzymes qui ne sont pas inhibées ou induits. Donc, les antirétroviraux boostés sont à proscrire avec la simvastatine en raison du risque de rhabdomyolyse lié à la forte augmentation des concentrations de simvastatine. Il est possible évidemment d'utiliser d'autres statines avec les inhibiteurs de la protéase. Il faut savoir que les statines interagissent plus ou moins en fonction de leur profil métabolique. L'atorvastatine est métabolisée par le 3-4 et est transportée par l'OATP. Et donc, la co-administration avec l'atazanavir
augmente significativement les concentrations d'atorvastatine, puisque l'atazanavir agit à 2 endroits, au niveau de l'entrée de la statine dans le foie, qui l'inhibe, et au niveau du métabolisme. Maintenant, vous pouvez voir que l'atazanavir a moins d'impact sur la rosuvastatine puisqu'elle n'est pas métabolisée par le 3 à 4 et donc l'atazanavir va seulement agir au niveau de l'entrée dans le foie. Maintenant, lorsqu'on compare plusieurs antirétroviraux, on observe qu'il y a des différences dans la magnitude de l'interaction avec les statines qui s'explique par le fait que les inhibiteurs de la protéase vont inhiber à des degrés divers le transporteur OATP. Donc, le message à retenir est que l'atazanavir est un très fort inhibiteur de l'OATP et qu'il faut éviter de le donner avec l'atorvastatine. Et si on doit absolument utiliser cette association de médicaments, à ce moment-là, il faut éviter d'aller au-delà de 10 mg par jour d'atorvastatine en présence d'atazanavir. La quatrième interaction à éviter est l'association d'inhibiteurs de la protéase avec de puissants corticostéroïdes tels que le budesonide, fluticasone, mométasone ou triamcinolone en raison du risque de syndrome de Cushing qui est lié à l'augmentation des concentrations de corticostéroïdes due à l'inhibition de leur métabolisme par des inhibiteurs de la protéase. Il y a plusieurs cas rapportés dans la littérature. Il ne faut pas oublier que le syndrome de Cushing peut survenir même avec l'administration cutanée, oculaire ou intra-articulaire de corticostéroïdes et qu'une réduction de la dose du corticostéroïde ne supprime en aucun cas le risque de syndrome de Cushing. Donc, évitez les antirétroviraux boostés ou, si ce n'est pas possible, utiliser au moins un corticostéroïde qui est moins susceptible de causer un syndrome de Cushing, comme par exemple la beclométasone, tout en contrôlant évidemment périodiquement le taux de cortisol. Vous pouvez aussi trouver ce document sur la gestion des interactions avec les corticostéroïdes dans le site de l'Université de Liverpool. La cinquième interaction à éviter est l'association d'inhibiteurs de la protéase avec le clopidogrel en raison d'une diminution des concentrations du métabolite actif du clopidogrel et surtout en raison d'une diminution de l'effet pharmacodynamique. En effet, une étude a montré que l'inhibition de l'agrégation plaquettaire était sous-optimale, donc 44% des personnes sous inhibiteurs de la protéase est traitées avec le clopidogrel. Les inhibiteurs de la protéase vont aussi diminuer les concentrations de prasugrel, mais contrairement au clopidogrel, les inhibiteurs de la protéase n'altèrent pas l'effet du prasugrel. Donc, le message à retenir est qu'il ne faut pas co-administrer le clopidogrel avec des inhibiteurs de la protéase. Par contre, si vous avez besoin d'une double antiagrégation plaquettaire, sachez qu'il est possible de donner l'aspirine combinée avec le prasugrel chez les patients sous inhibiteurs de la protéase. La sixième interaction à éviter est l'association de rifampicine avec des inhibiteurs boostés. De par son effet d'induction, la rifampicine va diminuer profondément les concentrations d'inhibiteurs de la protéase. Et il faut savoir que ces interactions sont difficilement gérables puisque l'augmentation du dosage des inhibiteurs de la protéase pose des problèmes de toxicité. Donc, on pourrait éventuellement remplacer la rifampicine par de la rifabutine en veillant toutefois à ajuster ce dosage. Pour pallier à l'interaction avec les inhibiteurs de la protéase, mais peut-être une alternative préférable est d'utiliser par exemple le dolutegravir à une dose de 50 mg 2 fois par jour qui compense tout à fait l'effet d'induction de la rifampicine. On peut aussi se permettre de donner le raltegravir donné 2 fois par jour en présence de rifampicine. Par contre, l'administration de bictegravir 2 fois par jour en présence de rifampicine ne permet pas de compenser l'interaction. Donc, il n'est pas possible d'utiliser le bictegravir chez un patient qui aurait de la rifampicine et de même, il n'est pas possible d'utiliser le cabotegravir chez un patient qui prendrait de la rifampicine. L'efavirenz peut être utilisé en présence de rifampicine à une dose de 600 mg par jour. Il faut noter que si jamais on peut se permettre aussi de donner une dose d'efavirenz de 400 mg par jour si la rifampicine est donnée à 10 mg par kilo. Pour des doses plus hautes de rifampicine, par exemple 20 mg par kilo, l'efavirenz devrait quand même être utilisé à une dose de 600 mg par jour. À noter que les autres inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse ne peuvent pas être co-administrés avec la rifampicine.
Finalement, je voudrais vous mentionner cette étude qui a montré que le TAF donné à une dose de 25 mg 2 fois par jour permet de compenser l'induction de la rifampicine. Donc, les recommandations actuelles sont de donner le TAF 2 fois par jour en présence de rifampicine, mais il faut savoir que l'administration de TAF à 25 mg une fois par jour en présence de rifampicine permet tout de même d'obtenir des taux intracellulaires de tenofovir diphosphate, qui est l'entité active, qui sont 4 fois supérieurs à ceux que l'on obtiendrait avec le TFDF en absence de rifampicine. La 7e interaction à éviter est l'association des favirenz avec les contraceptifs. Les favirenz diminuent de manière substantielle les concentrations de progestatifs comme le lévonorgestrel ou éthanogestrel que vous pouvez voir dans ces études lorsque ces progestatifs sont administrés par exemple sous forme d'implants. À noter qu'une double dose du progestatif ne permet pas de compenser l'interaction avec les favirenz et qu'il y a donc un risque de perte de l'efficacité de la contraception. Maintenant, si vous regardez cette table qui donne un vue d'ensemble des interactions avec les antirétroviraux et les contraceptifs, vous pouvez voir qu'une des options de contraception avec les favirenz est l'utilisation de métroxyprogestérone en injection donnée tous les 3 mois. Je vous rends attentif sur le fait que des injections plus rapprochées, toutes les 8 à 10 semaines, peuvent être nécessaires chez des patientes qui seraient co-traitées avec les favirenz et la rifampicine, puisque la co-administration de 2 inducteurs accélère l'élimination de la métroxyprogestérone. La 8e interaction à éviter est la co-administration des favirenz et d'amodiaquine. Des cas d'hépatotoxicité ont été rapportés avec cette association car les favirenz inhibent le cytochrome principal responsable du métabolisme de l'amodiaquine qui est le CYP2C8. Et donc, si on inhibe cette enzyme, ça va augmenter les concentrations d'amodiaquine et le risque de toxicité. La 9e interaction à éviter est la co-administration de millepertuis avec certains antirétroviraux, notamment ceux qui sont métabolisés par les cytochromes ou qui sont des substrats de la P-glycoprotéine. Il faut savoir que l'hyperforine, qui est un des constituants du millepertuis, est un inducteur des enzymes métaboliques et des transporteurs. Comme vous pouvez le voir, la co-administration de millepertuis diminue profondément les concentrations d'indinavir. Un autre exemple d'interaction à éviter et qui implique des traitements naturels est celui de la levure de riz rouge qui est utilisée comme traitement hypocholestérolémiant. Elle contient de la monocaline K qui s'apparente à la lovastatine. Donc, la consommation de levure de riz rouge peut conduire à une rhabdomyolyse chez des patients qui sont sous inhibiteurs de la protéase puisqu'ils vont fortement inhiber le métabolisme de la monocaline. Donc, le message à retenir est que les substances naturelles peuvent être la cible ou peuvent causer des interactions médicamenteuses. Donc, il faut absolument éviter des plantes ou autres substances pour lesquelles on n'a pas d'informations sur le contenu ou les propriétés pharmacocinétiques. Finalement, la 10e interaction à éviter est l'association de sofosbuvir et d'amiodarone qui peut causer des bradycardies sévères. Le mécanisme de cette interaction n'a pas été établi, mais pourrait impliquer une interaction au niveau des transporteurs ou un déplacement de la liaison protéine. Cette association doit donc être évitée et si ce n'est pas possible, son utilisation doit se faire de manière très prudente et doit se faire avec une surveillance cardiaque. Le site d'interaction de l'Université de Liverpool peut être utilisé pour détecter des interactions avec les antirétroviraux et vous permet aussi, n'oubliez pas, de trouver des alternatives pour la gestion d'interactions. N'oubliez pas non plus que sous Prescribing Resources, vous pouvez trouver des tables qui vous donnent une vue d'ensemble des interactions pour une classe thérapeutique donnée. On y trouve aussi certains des documents que je vous ai présentés au cours de cette présentation. J'arrive à la conclusion. Donc, l'identification, la prévention et la gestion des interactions médicamenteuses doit demeurer une priorité de la prise en charge des patients infectés par le VIH. Je pense qu'une bonne communication professionnelle de la santé ainsi que le patient est essentielle afin de prévenir des associations de médicaments délétères.
Le risque d'interaction médicamenteuse doit être systématiquement pris en compte lors du choix du traitement antirétroviral ou lors de l'ajout d'un médicament à un traitement antirétroviral déjà en place, tout en veillant à ajuster le dosage ou effectuer un suivi clinique si besoin est. Et finalement, les bases de données d'interaction médicamenteuse représentent des outils utiles pour la détection et la gestion des interactions médicamenteuses en pratique clinique. Je tiens à remercier mes collègues de Bâle et de Liverpool et je vous remercie pour votre attention. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Très bien. Merci Marc-Antoine, merci Katia pour cette séance très intéressante, pour ces 2 mini-lectures dans lesquelles on a appris énormément de choses. On va commencer cette session de questions et de réponses. Et je vais peut-être poser les premières questions à Marc-Antoine qui proviennent du chat. Certains collègues demandent si tu connais la date de mise à disposition du cabotegravir. Non, je ne la connais pas. Ça a été enregistré auprès de l'Agence du médicament européenne en octobre. Je pense que pour la France, il va y avoir une négociation sur les prix. Je ne sais pas, peut-être fin 2021. Peut-être 2022, début 2022. Oui, je ne sais pas. Oui, alors je crois qu'il y a espoir que la molécule soit disponible avant l'été. Enfin, il faut savoir, et d'ailleurs ça rebondit sur la deuxième question que je voulais te poser, c'est qu'il y a, ce n'est pas un médicament complètement anodin, je veux dire, ce ne sont pas des comprimés ou des gélules, ce sont des injections, et c'est vrai qu'il y a une logistique derrière l'administration des injections qui n'est pas négligeable. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, Marc-Antoine? Comment c'est sûr que l'administration en ville, à l'hôpital, le stock c'est sûr que ça va être un nouvel exercice dans notre pratique médicale. Ce sont des médicaments effectivement qui ont des avantages, mais également quelques inconvénients. Enfin, des inconvénients. Il va falloir de toute façon travailler avec, essayer de pallier à ces problématiques d'injection tous les 2 mois. En ville, il va falloir être attentif également aux consultations, au retour en consultation, parce qu'on va avoir tendance probablement à se reposer un petit peu sur les infirmières. Enfin, ça va être quelque chose de nouveau pour nous. En tout cas, c'est certain. Et ça va demander effectivement une logistique différente. L'indication au traitement, probablement au début, va être relativement limitée. Il va falloir faire attention aux femmes en âge de procréer. Enfin, il y a des tas de questions qui peuvent se poser comme ça au fur et à mesure de notre exercice. Aux interactions médicamenteuses, puisque quand même, on ne va pas pouvoir le donner à un très, très grand nombre de patients. Enfin, bien sûr que cette indication, bien sûr qu'il faut qu'un certain nombre de patients puissent en bénéficier, mais en tout cas, ça va être un exercice nouveau dans notre pratique. Et avec de nouveaux avantages et de nouvelles contraintes, en fait. Après, effectivement, dans l'organisation du système de soins, bon, les patients peuvent avoir des infirmières en ville. Je pense que les choses vont s'organiser comme ça. Mais il va falloir faire un peu attention Vous, je crois, à Saint-Antoine, vous avez un certain nombre de patients sous cabotegravir rilpivirine. On a tendance un petit peu à oublier ces patients aussi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un exercice différent. Exactement. Ça va nécessiter une adaptation et de faire preuve d'innovation dans le suivi des patients. Et d'ailleurs, Katia, je voulais te demander si tu avais 1 ou 2 interactions avec le cabotegravir à signaler, auxquelles penserais-tu? Parce qu'effectivement, pour un médicament qu'on va administrer tous les 2 mois, ça nécessite de vraiment anticiper ce type de problème potentiel. Alors, je crois que le problème majeur des interactions avec le cabotegravir, ça va être les inducteurs. Donc, le problème, ça va être, voilà, vous avez un patient qui a commencé le cabotegravir, et mettons qu'il ait une maladie inaugurale, une épilepsie, bon, vous n'allez pas prendre de la carbamazépine, ou il a une TB, vous n'allez pas pouvoir utiliser la rifampicine. C'est vraiment problématique parce que une fois que vous avez fait l'injection, le médicament il va rester d'abord et je pense qu'il faudra en fait travailler sur des stratégies sur comment en fait remédier à ces interactions médicamenteuses qui pourraient survenir en fait en cours de route.
parce que, voilà, on ne peut pas tout anticiper. Mais a priori, je dirais vraiment, je crois que la grosse limitation, ça va être les forts inducteurs. Il faut savoir que les inducteurs modérés ne causent pas une interaction de magnitude sévère. Ça serait encore possible. Mais le gros problème aussi, c'est qu'il faut penser non seulement au cabotegravir, mais à la rilpivirine, qui, elle, est un substrat du cytochrome 3 à 4 et qui va être beaucoup plus sujette aux interactions médicamenteuses, donc les inducteurs, mais aussi, il faut veiller à des problèmes qui pourraient, en fait, des médicaments, pardon, qui pourraient, en fait, augmenter le risque de QT, puisque, comme vous le savez, la rilpivirine a aussi un risque potentiel de QT, de prolongation du QT. D'accord. Très bien, très, très intéressant. Et je crois qu'il y avait des données sur rifabutine et cabotegravir qui étaient, enfin, ça diminue, enfin, c'est une association qui peut être possible par rapport à la rifabutine cabotegravir. Absolument. Pour le cabotegravir, oui. Et l'autre chose que je voulais rajouter, alors c'est vrai que vous avez mentionné voilà, on connaît pas très bien la pharmacocinétique chez les personnes enceintes, mais je crois qu'on apprend aussi que les autres populations spéciales, comme les obèses, nécessitent aussi davantage de travaux parce qu'on voit que la pharmacocinétique du cabotegravir est pas forcément la même chez les obèses. On voit qu'il y a aussi des différences au niveau des hommes et des femmes. Parce qu'évidemment, la masse musculaire n'est pas la même et ces substances sont en fait administrées au niveau du muscle. Elles sont relâchées au niveau du muscle. Donc, des différences de masse musculaire pourraient aussi engendrer des différences de pharmacocinétique. Donc, je crois que c'est vraiment des molécules très, très intéressantes, mais c'est la première fois qu'on utilise des médicaments par voie intramusculaire. Donc, il reste pas mal de travail à faire pour mieux comprendre la pharmacocinétique de ces agents. Merci, merci beaucoup. Une dernière question pour toi, Marc-Antoine, et j'en aurai d'autres pour toi, Katia. Quelle est la pénétration du cabotegravir et de façon plus générale des long-acting dans les réservoirs? As-tu une inquiétude? Je crois qu'on ne sait pas grand-chose autour de ça, là, actuellement. Moi, je n'ai pas vu dans ce que j'ai pu lire de choses évidentes sur la pénétration dans les réservoirs. Alors, sur les long-acting, je crois qu'il y a quelques données sur l'islatravir par rapport au tissu rectal et vaginal qui semblent favorables sur le composé triphosphaté, mais sur cabotegravir et rilpivirine, pour la rilpivirine, ça pénètre, je crois, mais je parle sous la surveillance de Katia, ça pénètre correctement dans liquide céphalorachidien, Katia, la rilpivirine? Oui, je crois, oui. Bon, oui, je dirais oui. Je crois que oui. C'est vrai que Marc-Antoine a absolument raison. Il n'y a pas beaucoup d'études. En fait, ce qui va déterminer la pénétration de ces agents au niveau de ces réservoirs, c'est vraiment leur interaction avec les transporteurs de médicaments. Parce que c'est les transporteurs de médicaments qui vont soit former une barrière ou soit faciliter l'entrée. Et on attend les études, on n'a pas de données. Il y a aussi évidemment les propriétés pharmacocinétiques du médicament qui jouent un rôle. Il faut que la molécule soit pas trop grosse. Il faut qu'elle ait le juste degré de lipophilie pour pouvoir traverser la barrière hématoencéphalique. Et je crois que oui, le rilpivirine passe. Le cabotegravir, on n'a pas de données pour l'instant, sauf erreur de ma part. Ouais. Très bien. Une autre question pour toi, Katia. Donc, nous sommes en pleine épidémie de Covid-19 et on sait que l'un des seuls médicaments qui a vraiment montré une efficacité sur la mortalité, c'est la dexaméthasone. Que penses-tu des interactions potentielles entre la dexaméthasone 6 ou 10 mg, parce qu'on a tendance à faire maintenant plus 10 mg par jour que 6 mg, avec les antirétroviraux? Alors bon, c'est une dose qui est faible. Comme vous le savez, la dexaméthasone a un inducteur modéré. L'induction est dose dépendante. Donc, on peut partir du principe qu'à une dose de 6 mg, dose faible, le risque d'induction est plutôt faible à modéré. Mais il ne faut pas oublier que chez les patients COVID, un des problèmes, c'est en fait l'inflammation. Et on sait que l'inflammation inhibe les cytochromes, le métabolisme.
Et donc, on a vu, par exemple, pour le lopinavir, que les taux de lopinavir chez les patients COVID étaient 2 à 3 fois plus élevés que chez les patients VIH qui n'avaient pas de situation d'inflammation. Et donc, s'il devait y avoir un effet, il pourrait y avoir un petit effet d'induction au début, mais une fois que la dexaméthasone commence à agir, on s'attend à ce que le niveau d'inflammation diminue, qu'il y ait une normalisation du métabolisme. Et là, je pense que le problème d'induction va pas poser problème. Donc, je dirais en principe, je m'inquiète pas trop. D'accord. Problème. D'accord, très bien. Oui, Marc-Antoine, c'est toi qui vas avoir le mot de la fin. Non, mais je voulais juste poser une question à Katia. Oui, alors, parce qu'autrement, on va être pris par le temps. Mais Katia, c'était juste un truc, je pense qu'il faut aussi faire attention aux nouveaux anticoagulants et les antirétroviraux. Nouveaux anticoagulants qui sont beaucoup utilisés aujourd'hui et qui posent problème avec certains antirétroviraux. Donc, c'était juste ça qui… Ouais, je dirais de manière générale, plutôt éviter les DOACs chez les patients COVID à cause justement de cette inflammation du métabolisme. C'est mieux d'utiliser de l'héparine, des dérivés de l'héparine qui posent moins de problèmes d'interaction. C'est un message extrêmement important. Eh bien, merci à tous les deux pour ces 2 mini-lectures. Il y avait quelque chose avec Saïdi, là. Saïdi Moussa, non? Il y avait… Parce que visiblement, enfin, je ne sais pas sur le chat… Enfin bon. Non, écoute. C'est bon. Non, c'est bon. Je voulais juste vous remercier tous les deux pour ces 2 mini-lectures et Moussa et moi allons nous continuer sur les abstracts. Merci Marc-Antoine. D'accord. Merci Karine. Merci beaucoup Moussa. Voilà, je te laisse la parole pour la modération des abstracts et nous nous retrouverons à la fin. Merci. Bon, celle qui nous fera la présentation sur le sujet suivant, rebond virologique sous antirétroviraux en France, selon la région d'origine et le groupe de transmission du VIH, résultats issus de la base de données hospitalière française sur l'infection à VIH, FHDH, ANRS, CO4 et ingénieur épidémiologiste à l'INSERM, avec une expérience de plus de 2 décennies. Il s'agit de Selinger Lerman Anna. Anna, vous avez la parole. Bonjour, je vais vous parler de l'étude rebond virologique sous antirétroviraux en France selon l'origine géographique et le sexe, groupe de transmission. Dans le but d'atteindre la cible 95-95 de l'ONU-SIDA pour 2030, il est nécessaire d'augmenter le nombre de dépistages de l'infection par le virus du VIH, d'améliorer l'accès aux soins des personnes infectées, de les traiter rapidement et d'améliorer la réponse au traitement en obtenant une suppression virale durable. Plusieurs études suggèrent que dans les pays occidentaux, la suppression virale chez les populations migrantes est souvent moins bien contrôlée au cours du temps que chez les natifs. Mais la répartition par sexe et groupe de transmission est différente selon l'origine géographique de ces patients. Le but de cette étude a été d'évaluer le risque de survenue d'un rebond virologique en France après une première indétectabilité sous CEART selon l'origine géographique, le sexe et le groupe de transmission. La population étudiée était issue de la cohorte ANRS CO4 FHDH, cohorte hospitalière ouverte qui a débuté à la fin des années 80 et qui recueille au cours du temps les données biologiques, thérapeutiques et cliniques de patients infectés par le VIH1 ou le VIH2 et qui sont suivis dans des hôpitaux français. Le critère de jugement pour cette étude était la survenue d'un rebond virologique défini par une première charge virale strictement supérieure à 1000 copies par millilitre ou 2 mesures consécutives de charge virale strictement supérieure à 50 copies par millilitre après suppression virale. La baseline de l'étude était la suppression virale, c'est-à-dire la date où la charge virale du patient traité
devenait indétectable au seuil de 50 copies par millilitre sur 2 mesures consécutives. Les probabilités de rebond virologique à 5 ans et les facteurs prédictifs de survenue d'un rebond virologique ont été évalués en utilisant les modèles à risque compétitif de Find and Gray. Les événements compétitifs étaient la perte de vue ou le décès. Les variables d'intérêt étaient l'origine géographique suivant 4 groupes, natifs français, natifs d'Afrique subsaharienne, patients provenant des Antilles non françaises ou d'autres origines, le sexe, groupe de transmission, suivant 3 groupes, les hommes homosexuels, les hommes hétérosexuels et les femmes. Le modèle a été ajusté sur 12 autres variables, la primo-infection au diagnostic, la période de première CART, le type de première CART, les CD4, les charges virales, la région de suivi au premier traitement, l'âge, la durée de traitement, le stade SIDA, l'infection par les hépatites B ou C, le nadir des CD4, le rapport CD4-CD8 à la baseline. Nous avons sélectionné 37 061 patients naïfs de tout traitement à leur entrée dans la base FHDH, dont le premier traitement était une CART initiée entre 2006 et 2017, en succès thérapeutique après cette première mise au traitement avec une suppression virale exprimée par 2 charges virales consécutives, inférieures à 50 copies par millilitre. Les patients toxicomanes, contaminés par transfusion sanguine, contaminés par transmission materno-fétale et les femmes enceintes traitées avant 2013 ont été exclus. Les répartitions de nos différentes variables dans les 4 groupes d'origine géographique reflétaient l'épidémiologie de l'infection par le VIH en France, avec plus d'hommes homosexuels en France, 63%, et plus de femmes originaires d'Afrique subsaharienne, 59%. On pouvait voir que les patients originaires d'Afrique subsaharienne et des Antilles non françaises étaient plus immunodéprimés avec un taux de CD4 en médiane proche de 260 à la mise au traitement, et près d'un quart des patients originaires des Antilles non françaises en stade SIDA à la baseline. Globalement, la probabilité de rebond virologique à 5 ans était de 19%. Chez les hommes homosexuels, on observait une probabilité à 5 ans de 14% et une probabilité identique de 23% pour les hommes hétérosexuels et les femmes. Dans chaque groupe de sexe transmission, la probabilité de rebond virologique à 5 ans était la plus faible pour les natifs de France, courbe en bleu, et la plus importante pour les natifs des Antilles non françaises, courbe en ocre. Les probabilités étaient intermédiaires et très proches chez les natifs d'Afrique subsaharienne et les patients issus d'autres origines. L'analyse multivariée confirmait ces observations. Quel que soit le sexe et le groupe de transmission, les personnes nées en France avaient le risque de rebond virologique le plus faible et les personnes originaires des Antilles non françaises le risque de rebond virologique le plus élevé, avec un risque 2 fois supérieur à celui des natifs français. Chez les femmes, il n'y avait aucune différence de risque pour les personnes originaires d'Afrique subsaharienne et des autres origines, risque autour de 1,3. Et même si la différence n'était pas nette, le risque de rebond virologique chez les hommes hétérosexuels apparaissait légèrement supérieur pour les natifs d'Afrique subsaharienne que pour les autres origines, avec un risque de 1,7 contre 1,4. On observait un gradient croissant en France, autre origine, Afrique subsaharienne et Antilles non françaises dans les probabilités de rebond virologique à 5 ans. Quelle que soit l'origine géographique, les probabilités de rebond étaient les plus faibles pour les hommes homosexuels, en ocre, et quasi identiques pour les hommes hétérosexuels et les femmes, avec l'exception française d'une probabilité supérieure pour les femmes. Une fois encore, l'analyse multivariée confirmait nos observations. Quelle que soit l'origine géographique, le risque de rebond virologique était toujours inférieur pour les hommes homosexuels. En France, le risque de rebond virologique des femmes était supérieur à celui des hommes hétérosexuels, pris comme référence des analyses, alors que chez les natifs d'Afrique subsaharienne en vert, cette tendance était inversée. On n'observait pas de différence de risque homme-femme chez les natifs des Antilles non françaises et des autres origines.
La population de l'étude était caractérisée par un nombre plus élevé d'hommes homosexuels chez les natifs français, un nombre faible d'hommes homosexuels chez les natifs d'Afrique subsaharienne et des Antilles non françaises, et un nombre plus élevé de femmes parmi les natifs d'Afrique subsaharienne. Les personnes originaires d'Afrique subsaharienne étaient mises sous trithérapie d'IP plus souvent, et les personnes originaires d'Afrique subsaharienne et des Antilles non françaises étaient plus immunodéprimées à l'arrivée dans les soins. Les probabilités de rebond à 5 ans étaient de 19% pour la population globale, 14% pour les hommes homosexuels et 23% pour les deux autres groupes, avec un gradient croissant France, autre origine, Afrique subsaharienne et Antilles non françaises. Le risque de rebond virologique était le plus faible pour les hommes homosexuels français. Quel que soit le groupe de transmission, les natifs français avaient un risque de rebond virologique le plus faible et les natifs des Antilles non françaises le risque le plus fort. Chez les femmes, le risque des natifs autre origine et des natifs d'Afrique subsaharienne était superposable, alors que chez les hommes hétérosexuels, le risque des natifs d'Afrique subsaharienne semblait légèrement supérieur à celui des personnes issues d'autres origines. Quelle que soit l'origine géographique, les hommes homosexuels avaient un risque de rebond virologique le plus faible. Chez les natifs d'Afrique subsaharienne, on observait un risque plus élevé chez les hommes hétérosexuels que chez les femmes. Cette tendance était inversée chez les natifs français. Comment expliquer le rebond virologique observé chez ces populations migrantes? L'arrivée tardive dans les réseaux de soins peut être invoquée, mais aussi les difficultés d'observance liées au tabou qui entoure encore le VIH dans certaines cultures, avec un patient isolé qui garde secrète sa maladie, des difficultés d'observance liées à des retours au pays qui se prolongent et liées aussi à la prise de certaines trithérapies d'IP qui sont moins bien tolérées. La précarité, les difficultés financières et les différences de niveau d'éducation chez les natifs des Antilles non françaises pourraient aussi expliquer nos observations, mais nous ne disposons pas de données socio-économiques dans la base FHDH pour le vérifier. Je remercie tous les patients qui ont accepté de faire partie de la cohorte FHDH, les techs, les centres participants, les membres du groupe de travail sur rebond virologique, l'unité U1136 et les différentes institutions. Merci de votre attention. Merci Anna pour cette magnifique présentation. À présent, je vais passer la parole au docteur Diarra Zoumana du Centre d'écoute, de soins, d'animation et de conseil de Bamako au Mali. Il a occupé entre autres les fonctions de médecin coordinateur dans son domaine de compétences, aussi bien au Mali qu'à l'étranger. Dr Diarra nous présentera sa communication sur le sujet suivant: gestion multidisciplinaire de l'échec et de la résistance du VIH aux antirétroviraux chez les patients en échec virologique au CESAC de Bamako. Pourquoi accélérer l'accès au dolutegravir? Dr Diarra, vous avez la parole. Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter la gestion multidisciplinaire de la résistance du VIH aux antirétroviraux chez les patients en échec virologique au CESAC de Bamako. Pourquoi accélérer l'accès au dolutegravir? Maintenant, en introduction, nous allons dire que le CESAC a été créé en 1996 par Arcade Santé Plus pour répondre aux besoins médicaux et psychosociaux des personnes infectées par le VIH et le SIDA. C'est la première structure de prise en charge communautaire au Mali. Le CESAC est composé d'une équipe pluridisciplinaire, médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, assistants sociaux, pères éducateurs. En 2018, le CESAC a acquis un logiciel de suivi médicalisé informatisé appelé NADIS, qui nous a été gracieusement offert par l'équipe de la Pitié-Salpêtrière pour une gestion rationnelle de nos patients. Au 31 octobre 2019, le CESAC comptait 6 992 patients en file active, dont 6 798 sous traitement antirétroviral. L'échec virologique est un problème majeur au CESAC, car il peut entraîner la transmission du virus lorsqu'il n'y a pas une maîtrise. Maintenant, à la même époque, le CESAC
comptait dans sa base 2517 patients qui avaient une charge virale renseignée. Et sur ces 2517, 10% étaient en échec virologique, donc charge virale supérieure à 1000. Comme méthode utilisée, il s'agit d'établir une réunion de concertation pluridisciplinaire appelée RCP de façon mensuelle en visioconférence avec l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Cette équipe composa vraiment la réunion est faite de médecins, virologues, pharmacologues. Et l'objectif de cette réunion, c'est d'optimiser la stratégie à arriver pour obtenir l'indétectabilité de la charge virale. La sélection des patients est faite à travers les logiciels de suivi médicalisé NADIS chez des patients en échec virologique, charge virale supérieure à 1000, au moins 2 fois dans les 24 derniers mois, se situe entre 2017 et 2019. Les données sont transcrites sur une fiche qui est ensuite soumise vraiment à l'ensemble de l'équipe pour concertation. Une fois l'analyse faite sur chaque cas, les propositions des recommandations vraiment sont faites à l'endroit des patients. À droite, vous avez l'équipe du Mali et celle de la Pitié pour la RCP. En termes de caractéristiques des patients, la RCP, l'étude a porté sur 41 dossiers de patients qui sont en échec virologique, charge virale supérieure à 1000, et qui ont été discutés. Et c'est des patients qui ont été screenés et qui se situent entre septembre 2017 et octobre 2019. Les sexes féminins étaient majoritaires avec 56%. L'âge moyen des patients était 47 ans. Et nous remarquons que la durée du traitement des patients passés en RCP était au moins supérieure à 60 mois pour chaque patient. La charge virale médiane était de 40 300 copies par millilitre avec des extrêmes variants entre 1216 et 1 290 000 copies. En termes de traitement des patients en échec, 85% étaient sous des inhibiteurs nucléosides de la transcriptase inverse plus un inhibiteur protéique. 12% des patients passés en RCP étaient sous des inhibiteurs nucléosides de la transcriptase inverse plus un inhibiteur protéique plus un inhibiteur d'intégrase. Et nous remarquons que 2% des patients étaient sous des inhibiteurs nucléosides de la transcriptase inverse plus un inhibiteur non nucléoside de la transcriptase inverse. En termes d'analyse des génotypages de résistance sur bivard, l'analyse a porté sur 82 bivards envoyés à la Pitié, dont 41 dossiers de ces 82 sont passés en RCP. Les gènes de la réserve transcriptase, la protéase et de l'intégrase ont été séquencés par la méthode Sangers à la Pitié-Salpêtrière. 75 de ces 82 bivards ont été testés avec succès. Et les résultats nous montrent que 61% de ces patients avaient au moins une résistance à un inhibiteur nucléoside de la transcriptase inverse. 79% de ces patients avaient au moins une résistance à un inhibiteur non nucléoside de la transcriptase inverse. 20% avaient une résistance étaient résistants à moins un inhibiteur protéique. Et 11% étaient au moins résistants à un inhibiteur d'intégrase de première génération tel que les raltegravir. Il n'y avait pas de résistance au dolutegravir, sauf chez un patient en échec sous inhibiteur d'intégrase. À droite, vous avez la liste des mutations retrouvées par classe. Maintenant, en termes de suivi post-RCP, nous avons remarqué que 33 des 41 patients qui sont passés à RCP vraiment étaient disponibles dans la base. 3 étaient perdus de vue, 2 étaient transférés pour continuer leur suivi dans d'autres formations sanitaires, et 3 patients sont décédés. Et en termes de recommandations RCP, le changement thérapeutique selon les situations a été effectué sur 30% des patients qui ont été mis sous dolutegravir, 58% des patients ont été mis sous d'autres schémas thérapeutiques. Et 12% des patients ont bénéficié de l'aide à l'observance. En termes de données charge virale, nous remarquons que 100% des patients qui sont passés en RCP ont bénéficié d'une charge virale selon les recommandations de la RCP 3 mois après la RCP. Et nous voyons que 67% de ces patients vraiment ont pu réduire leur charge virale au-dessous de 100 copies, au-dessus de 1000 copies par millilitre. Et si c'est 67% de ces patients
ont pu réduire leur charge virale, nous remarquons que 55% avaient pu supprimer leur charge virale, c'est-à-dire charge virale inférieure à 50 copies par millilitre, et tous ces patients qui ont supprimé leur charge virale étaient sous dolutegravir. Tout ça nous montre l'importance de la RCP. Maintenant, en termes de réalisation de buvard pour dosage pharmacologique des ARV, nous remarquons que les concentrations plasmatiques des ARV, vraiment, pour les concentrations plasmatiques des ARV, que 34% des concentrations ARV étaient sous-dosées insuffisantes. Et 20% étaient considérés comme présentant des difficultés d'observation ou problèmes de malabsorption intestinale qui pourraient être dus à la prise de décoction, la prise d'algie ou autres situations qui pourraient vraiment entraîner vraiment un problème de malabsorption intestinale. Et à droite, vous avez la concentration plasmatique sur DBS. Maintenant, en termes de conclusion, nous voyons que la RCP a des bénéfices réels. Elle a permis un partage d'expérience entre l'équipe du Nord et celle du Sud. Elle a permis une formation continue des cliniciens sur la gestion des patients avec multiples résistances thérapeutiques, souvent associées à des comorbidités. Elle a permis la mise à disposition d'un dossier médicalisé informatif pour chaque patient, les génotypes de résistance ainsi que les dosages pharmacologiques. Le bilan RCP est très satisfaisant car nous voyons que la moitié, plus de la moitié même des patients ont désormais une charge virale indétectable suite à des recommandations. Et nous prenons la nécessité d'accroître l'accès aux tests de charge virale pour dépister précocement les échecs virologiques et recommandons de mettre toutes les populations en échec sous dolutegravir. En termes de perspective, nous voulons étendre l'usage du dossier médicalisé informatisé à d'autres sites pour suivre la RCP qui a un but pédagogique. Je ne saurais terminer sans adresser mes remerciements à l'équipe de l'Arcade CESAC, à la tête le docteur Damele Bintou, l'équipe de Serofo UCRC, à la tête le docteur Al-Moussafa Maïga, l'équipe de l'INRSW, à la tête le docteur Ibrahim Guindo, et à l'équipe de la Pitié Salpêtrière, à la tête le professeur Christine Katlama et l'ensemble de son équipe. Mention spéciale à eux, parce que c'est avec eux vraiment que j'ai pu réaliser les dosages pharmacologiques et les génotypes des patients jusque-là, vraiment non faisables au Mali il y a plus d'une dizaine d'années. Je vous remercie. Merci Zoumana pour cette présentation claire et très instructive. Maintenant, nous allons passer à la dernière présentation de cette session qui sera présentée par le docteur Takpe Jean-Baptiste qui est actuellement à Bordeaux, mais qui est chef de projet au programme PAXI en Côte d'Ivoire, sur les liens entre le risque d'échec et de résistance virale et caractère précoce ou tardif du traitement antirétroviral, Temprano ANRS 1236. Merci Jean-Baptiste, tu as la parole. Mesdames et messieurs, chers modérateurs, permettez-moi avant tout propos de remercier les organisateurs de cette 10e conférence pour tous les efforts consentis malgré cette situation sanitaire difficile. Je voulais à présent vous présenter les résultats de notre étude portant sur l'échec virologique et la résistance aux antirétroviraux à 30 mois chez des adultes ayant débuté le traitement précocement ou de façon différée. Comme nous le savons, le traitement antirétroviral contrôle la réplication virale, ce qui permet une restauration immunitaire avec pour conséquence directe une réduction de la morbidité et de la mortalité. Avant 2015, l'OMS recommandait le traitement lorsque les personnes infectées avaient des taux de CD4 qui étaient inférieurs à un certain seuil. Depuis 2015, le traitement antirétroviral a été recommandé de façon précoce dès le diagnostic de la séropositivité, indépendamment du statut immunitaire. Ce changement de paradigme avec l'élargissement des indications thérapeutiques a entraîné une augmentation de l'accès aux antirétroviraux à travers le monde. Pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne, en 2018, 64% des 26 millions de personnes VIH positives avaient accès aux antirétroviraux.
Ce nouveau paradigme a également entraîné une augmentation du nombre de personnes séropositives qui débutent un traitement antirétroviral malgré un taux de CD4 élevé, donc sans aucun symptôme dû à l'infection. Cette utilisation de plus en plus précoce des antirétroviraux soulève quelques interrogations. Premièrement, débuter les antirétroviraux lorsqu'on a une charge virale faible et des CD4 élevés pourrait avoir cet avantage de limiter les risques d'émergence de la résistance. Cependant, un des facteurs de risque majeurs d'apparition précoce de la résistance, c'est la mauvaise observance. Ainsi, débuter un traitement antirétroviral quotidien à vie chez des personnes qui sont asymptomatiques pourrait théoriquement avoir une incidence sur l'observance, donc entraîner une mauvaise observance, par conséquent favoriser l'apparition de résistance. Cette question de résistance est encore plus pertinente dans les pays à ressources limitées, où, malgré les recommandations de dolutegravir, les traitements de première ligne utilisés en routine sont toujours basés sur les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse, qui par ailleurs ont une faible barrière génétique. De plus, dans ces pays, l'accès en routine de la charge virale est très limité et les alternatives thérapeutiques en cas d'échec sont également limitées. Pour répondre à ces interrogations, nous avons mené une étude ancillaire à l'essai Temprano. Pour rappel, Temprano était un essai qui a débuté en 2007 pour se terminer en 2015. C'est un essai randomisé dont l'objectif était d'évaluer à 30 mois le bénéfice et le risque d'un traitement antirétroviral immédiat et d'une chimioprophylaxie à l'isoniazide chez des adultes au stade précoce de la maladie à VIH. Les patients en Temprano étaient randomisés soit pour débuter immédiatement le traitement antirétroviral dès l'inclusion ou bien pour différer le traitement jusqu'à l'atteinte des critères OMS-TALOR. Concernant l'étude ancillaire, elle a consisté à un suivi à long terme des patients de Temprano qui étaient randomisés dans le traitement ARV différé. En effet, la dernière inclusion dans Temprano a eu lieu le 19 juillet 2012. Ainsi, toutes les personnes randomisées dans le bras ARV différé et qui avaient débuté les ARV avant cette date se sont vues proposer de prolonger leur participation au-delà des 30 mois requis dans l'essai Temprano. Le but étant de leur permettre d'atteindre 30 mois d'ARV effectifs. Et donc, la charge virale et les CD4 ont été réalisés semestriellement tout au long du suivi. Et un génotype de résistance a été réalisé à 30 mois après le début du traitement antirétroviral pour les patients qui avaient des charges virales détectables. Le TDF, le FTC et les favirenz, lesquels le traitement de première intention est utilisé dans notre essai. Et lorsque certains patients présentaient des contre-indications à l'efavirenz, on leur proposait le lopinavir, ritonavir et l'AZT. Il faut nous désirables digestifs. L'observation dans notre étude a été mesurée par le calcul du ratio de mise à disposition de médicaments qui correspond à la quantité de jours de traitement délivrés à chaque patient entre le début du traitement jusqu'à 30 mois, que nous avons divisé par la durée totale en jours depuis la première prescription. Les tests de KID, de Fisher et de Cook-Wallis ont été utilisés pour comparer les caractéristiques entre les deux groupes. Le score de sensibilité génotypique, qui correspond à la somme des scores individuels pour chacun des médicaments du régime ARV que le patient prend au moment où l'échantillon de sang est prélevé, a été calculé selon l'algorithme ANRS version 17. Au terme de notre essai, 1475 patients ont été inclus dans l'analyse, dont 1002 dans le groupe ARV immédiat et 473 dans le groupe ARV différé. Les participants des deux groupes étaient comparables selon l'âge, le sexe et le traitement de première ligne. Cependant, les participants du groupe ARV différé
avaient des CD4 en médiane plus faibles, une charge virale et un ADN viral total plus élevé que les patients du groupe ARV immédiat. L'observance mesurée par le ratio de mise à disposition de médicaments supérieur ou égal à 95% a été retrouvée dans 62% des patients du groupe ARV immédiat contre 60% des patients du groupe ARV différé. Notons que 30% des patients du groupe ARV immédiat étaient en échec au traitement à M30 contre 35% dans le groupe ARV différé. Et cette différence était statistiquement significative. Les différentes composantes de l'échec étaient la perte de vue, les décès, les patients qui avaient une charge virale manquante à M30 et bien entendu les patients qui avaient une charge virale à M30 détectable. Les charges virales détectables étaient au nombre de 209 à M30, dont 140 dans le groupe ARV immédiat et 69 dans le groupe ARV différé. Parmi les tests de génotype de résistance réalisés et correctement amplifiés chez les patients qui étaient détectables, 46% avaient au moins une résistance dans le groupe ARV immédiat, contre 59% dans le groupe ARV différé. Les résistances aux ARV les plus fréquemment rencontrées étaient la lamivudine, les favirenz et le saquinavir. 70% des patients du groupe immédiat avaient un score de sensibilité génotypique égal à 3, contre 59% dans le groupe ARV différé. Cette diapositive montre l'évolution de la charge virale et des CD4 après le début du traitement antirétroviral. Comme vous pouvez l'observer dans la figure numéro 1, la proportion de patients présentant un échec au traitement à chaque point semestriel de M6 jusqu'à M30 était systématiquement plus faible dans le groupe ARV immédiat par rapport au groupe ARV différé. De même, dans la figure 2, la cinétique des CD4 était plus importante dans le groupe ARV immédiat comparé au groupe ARV différé. Nous pouvons retenir au terme de notre étude que les patients qui sont randomisés dans le groupe ARV immédiat, autrement dit le traitement antirétroviral précoce, avaient de façon statistiquement significative un taux d'échec virologique inférieur et un score de sensibilité génotypique supérieur à 30 mois comparé aux patients randomisés dans le groupe ARV différé. Ces résultats ne sont pas surprenants, mais ils ont ce mérite-là de montrer un bénéfice supplémentaire du traitement précoce, celui de protéger contre l'acquisition de la résistance. Ce bénéfice-là que nous avons mis en évidence dans notre étude ancillaire est moins connu que celui concernant la réduction de la morbidité sévère, qui a été par ailleurs le critère de jugement principal des différents essais Temprano, HPTN52 et STAT, dont les résultats ont permis à l'OMS de recommander le traitement universel. Il ne serait terminé mon propos sans remercier le professeur Serge Eoli, le docteur Christine Danel, le professeur Marie-Laure Chex, le docteur Xavier Anglaré pour leur implication dans la conception et la mise en place de cet essai. Je voulais particulièrement remercier l'ANRS pour non seulement avoir financé cette étude, mais m'avoir octroyé un contrat doctoral pour la poursuite de cette recherche. Je veux également remercier tous nos partenaires, notamment l'INSEM, l'Université de Bordeaux, le programme PAC-CICIT ANRS de Côte d'Ivoire et vous-même pour votre aimable attention. Merci Jean-Baptiste. Merci pour cette belle présentation qui rassure. J'ai reçu juste 2 questions. Je pense que je vais les poser et certainement Valentine aura son mot à dire. Valentine ou Valentin? Marc-Antoine. Marc-Antoine. Bon, l'une des questions porte sur le collègue nous demande si les personnes vivant avec le VIH de première génération
avec les mutations, pourraient avoir accès au long-acting. Donc, question adressée peut-être à Jean-Baptiste, à Zoumana et aussi à Marc-Antoine. Pour les mutations, les études qui ont été faites donc, sur les long-acting, donc sur les quelques résultats de mutations de virologie que l'on a, des patients avaient des mutations précoces de la reverse transcriptase. Et ça a développé, ces patients ont échappé au traitement et ont développé des mutations de résistance sur l'intégrase. Alors, il est clair que des patients qui ont des mutations de résistance préexistantes poseront un problème. Après, ça dépend du type de mutation de résistance. Si ces patients ont des mutations de résistance à l'efavirenz type K103N, enfin ce que l'on sait avec la ripivirine, ça ne posera pas de difficulté. S'ils ont été exposés à la névirapine, donc avec des mutations beaucoup plus méchantes sur les inhibiteurs non nucléosidiques, ça posera des problèmes. Donc c'est effectivement, les long-acting ne sont pas ouverts aux populations, enfin en tout cas a priori, ne sont pas ouverts aux populations qui ont développé des mutations de résistance à certains des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse. Donc, c'est une limitation à l'accessibilité de ces traitements. A fortiori, s'ils ont été exposés aux inhibiteurs d'intégrase, comme le dolutegravir ou le raltegravir. Donc, c'est une limitation, effectivement, ça c'est clair. Après, pour l'islatravir dans un délai plus lointain, eh bien, a priori, les posologies utilisées qui seront utilisées avec l'islatravir permettent de passer au-dessus de mutations comme la 184V. Merci. J'ai répondu à vos questions. Merci Jean-Marc. Jean-Baptiste, vous avez quelque chose à ajouter? Oh non, c'est parfait. D'accord. La deuxième question. Alors, le collègue nous dit qu'il y a peu de patients qui ont bénéficié d'un soutien à l'observance. Il demande quelle était donc la raison principale de l'échec. Je pense que la question est principalement adressée à Zoumana. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. J'ai du mal à... Oui. Sur les échecs virologiques au long-acting. Oui, non, vous avez très clairement répondu, hein, je pense que oui. C'est bien. Je passe à une deuxième question. Ah, d'accord. Voilà, une deuxième question. Alors, le collègue dit que peu de patients ont bénéficié d'un soutien à l'observance. Il demande donc quelle était la raison principale de l'échec. C'est une question adressée en vérité à Zoumana. Diarra. Il dit que peu de patients ont bénéficié de l'aide à l'observance. Non. Chez nous, tous les patients qui arrivent au traitement, donc ils bénéficient tous de l'observance. L'observance est faite au début et à la fin du traitement. Chez les médecins, chez le conseil médical, la pharmacie, on fait l'aide à l'observance. Donc, mais c'est les patients souvent qui nous mentent le plus souvent, entre guillemets, parce qu'ils viennent, ils essaient de déjouer les médecins. Ils peuvent vous dire qu'ils prennent correctement les médecins, alors qu'en réalité, le traitement n'est pas correctement pris. Donc, vous voyez, donc de plus en plus, vous trouvez que ces patients qui reviennent avec un échec thérapeutique. Lorsque la charge virale est faite, vous allez voir que c'est des patients qui n'arrivent pas à faire la charge virale. Donc, quand on fait un papier bivard pour ouvrir la piscine, par rapport vraiment au dosage pharmacogénotypal, soit c'est des patients qui ont vraiment bougé, vraiment une ligne thérapeutique, ou c'est des patients qui sont sous-dosés par rapport à la prise des médicaments. Voilà, c'est comme ça. Merci Diarra. Je pense que c'est bien d'avoir fait cette précision. Karine? Oui, j'avais deux questions, une pour Jean-Baptiste et une pour Anna. Peut-être commencer par la question pour Jean-Baptiste. Ce que vous avez montré dans Temprano est extrêmement intéressant, mais ne va pas dans le sens de ce qui avait été montré il y a 2 ans en Afrique du Sud, où au contraire, on avait montré que l'accès trop rapide aux antirétroviraux était plutôt un facteur d'échec sur le long terme. Et l'une des raisons, c'était que les patients n'avaient pas été assez préparés à un traitement genre test and treat. Et c'est vrai que dans Temprano, c'est un essai thérapeutique qui a été designé
pour un autre objectif que ce que vous avez étudié. Donc, comment est-ce que vous mettez en perspective vos résultats avec l'essai randomisé qui avait été mené en Afrique du Sud? Merci, professeur Lacombe. Comme vous le dites, effectivement, Temprano était designé pour ne pas répondre à cette question, mais il y a une autre étude qui a été soumise qui était clairement destinée à répondre à cette question. Et donc, je pense que nos résultats sont comparables à ceux qui ont été montrés dans plusieurs études, notamment l'essai HPTN 52, où ils ont montré qu'il n'y avait vraiment pas de différence entre le traitement précoce et le traitement tardif en termes d'observance. Et quand vous parlez de l'étude de l'Afrique du Sud, je ne sais pas de laquelle il s'agit, mais je sais qu'il y a une autre étude en Afrique du Sud qui a été menée, qui a montré clairement qu'il n'y avait vraiment pas de différence et on avait les résultats qui étaient similaires. Et donc, je pense que c'est un gain, c'est une très bonne nouvelle parce que nous avons tous eu ces appréhensions concernant le traitement précoce en termes de faible observance du fait par lassitude. Mais je pense que ces résultats-là montrent que le traitement précoce, en plus de ses bénéfices que nous connaissons, limite l'émergence de résistance. Merci. D'accord, merci. Bon, une question pour Alain. Je voudrais savoir, est-ce que la clandestinité, le fait de ne pas avoir une assurance maladie, etc., est-ce que ces éléments-là entraient en ligne de compte dans la survenue de rebond ou de l'échec virologique dans votre étude? Oui, c'est une question intéressante, mais dans notre base FHDH, ce sont des personnes qui sont suivies régulièrement à l'hôpital et ce type de questions ne sont probablement pas posées parce que je pense que ça éveille des inquiétudes et ce qui est important, c'est que les populations précaires comme ça viennent à l'hôpital, se fassent bien suivre. Et donc, de toute façon, dans nos questionnaires, on ne va pas poser ce type de questions. Et en France, de toute façon, quand on n'a pas trop d'assurance maladie, de toute façon, quand on arrive à l'hôpital, on est traité. Et si on n'arrive pas à l'hôpital, on n'est pas dans nos données. C'est un peu le problème. Donc, les personnes qui ne peuvent pas être suivies, on n'a pas d'informations sur elles. Oui, si je peux rajouter quelque chose tout de même sur le fonctionnement de la FHDH et du système de prise en charge en France, même quand on n'a pas de papier, on a un accès aux antirétroviraux et à une prise en charge hospitalière qui est quasi identique à des personnes qui ont des papiers et la sécurité sociale. Parce que quand on n'a pas de papier, on a un mécanisme qui est assez proche de celui de la sécurité sociale, qu'on appelle l'accès pour les soins urgents, et qui donne un accès sans limite aux antirétroviraux et aux examens nécessaires pour la prise en charge du VIH. Donc, de toute façon, même sans papier et sans sécurité sociale formelle, à un moment ou à un autre, on se retrouve dans les bases de données, si tant est qu'on est suivi à l'hôpital, puisque c'est, comme a dit Anna, une base de données hospitalière. Merci beaucoup. J'ai une question pour Diarra. Alors, quelque part, j'ai cru comprendre que tu proposais l'accès au dolutegravir pour les patients en échec. Alors que la règle maintenant, c'est de mettre les patients d'emblée sous dolutegravir. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Cette étude a été faite avant vraiment l'accès universel des patients au Mali au dolutegravir. Donc à l'époque, c'était une étude, c'était pour voir vraiment l'intérêt de la RCP de se réunir autour des dossiers des patients, quels sont les moyens qui vraiment idoines pour les patients, pour les permettre de réduire considérablement leur charge virale en un temps record. Donc, raison pour laquelle l'idée est partie de là-bas. Et c'est ainsi qu'après cette étude, on a vu que la majorité des patients, l'ensemble des patients qui ont supprimé leur charge virale, étaient sous dolutegravir. Donc, raison pour laquelle on disait de mettre les patients sous dolutegravir. Ça a été fait avant vraiment que le Mali n'accepte vraiment et le Mali ne prenne la mise de tous les patients vraiment sous dolutegravir actuellement. Merci Diarra. Je ne sais pas combien de minutes il nous reste. Aucune. Aucune. Donc, il est temps alors de conclure. En tout cas, merci à tous pour toutes ces interventions qui se complètent, qui montrent encore une fois que la bonne prise en charge des patients nécessite la prise en compte
de beaucoup de facteurs, pas seulement des facteurs biomédicaux, parce qu'on a parlé des migrants tout à l'heure, on a parlé de prise en charge multidisciplinaire, donc c'est beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte, c'est beaucoup de facteurs également qui entrent en ligne de compte. Je pense qu'en intégrant toutes ces données, on pourra améliorer la prise en charge de nos patients. Je vous remercie. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.